Comment une société dite primitive a-t-elle pu développer des techniques de sculpture sur pierre aussi sophistiquées? Regardez ce bloc. Il a quelque chose de vraiment fascinant. Alors, que se passe-t-il ici? Puma est un site archéologique bolivien fascinant, avec ses blocs de pierre d'une précision incroyable, taillés comme au laser. En 2025, le mystère a enfin été percé. Et devinez quoi? Ce ne sont pas des extraterrestres. C'est quelque chose de bien plus étrange, de bien plus humain et, honnêtement, de bien plus terrifiant. De toute évidence, cette roche a été magnétisée. Alors, a-t-il été exposé à des ondes électromagnétiques? Franchement, cet endroit est bizarre. La vérité sur Pumapunku ne se résume pas à la façon dont ces pierres ont été sculptées. Elle concerne aussi les raisons de cette sculpture et l'identité du commanditaire. Vous devez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler la vérité. Suivez-moi. Des scientifiques dévoilent la véritable origine du Pumapunku en 2025. Début 2025, un événement remarquable se produisit. Pumapunku, le mystérieux complexe de pierres niché au cœur des Andes boliviennes, révéla enfin l'un de ses plus grands secrets. Pendant des décennies, on s'est interrogé sur la manière dont une structure aussi complexe, célèbre pour ses tailleurs de pierre d'une précision incroyable et ses blocs mégalithiques, avait pu être construite par une civilisation qui ne semblait pas disposer d'outils ou de technologies avancées. Certains ont même levé les bras au ciel et se sont tournés vers des théories impliquant des extraterrestres. Mais soudain, une nouvelle équipe de chercheurs a fait une découverte capitale qui a tout changé. N'est-il pas étonnant que l'histoire puisse rester enfouie pendant des siècles, jusqu'à ce que quelqu'un l'aborde sous un angle nouveau? Tout a commencé lorsque les autorités boliviennes, lors d'une étude de conservation de routine fin 2024, ont mis au jour un élément étrangement fascinant. En creusant délicatement dans les sédiments accumulés au fil des ans, des ouvriers ont exhumé des fragments de pierre jamais vus et encore moins étudiés jusqu'alors. Ces pièces n'étaient pas de simples débris. Elles portaient des marques curieuses, des lignes et des rainures fines et précises qui ne correspondaient pas à ce que les experts pensaient être les outils de sculpture anciens. Naturellement, cette découverte a fait grand bruit. Quels outils avaient pu laisser de telles marques? Et surtout, comment ces fragments avaient-ils pu rester cachés si longtemps? Le ministère bolivien de la Culture a compris que ce dossier ne pouvait être confié à un seul département ou à quelques chercheurs universitaires. Il fallait une mobilisation internationale. C'est ainsi qu'ils ont autorisé une initiative inédite. Des tests scientifiques à grande échelle, y compris des méthodes minimalement invasives comme le balayage laser, l'imagerie 3D et l'analyse de micro-échantillons. C'est là que les choses deviennent intéressantes. L'enquête de 2025 n'a pas été menée par n'importe qui. Elle a été pilotée par le docteur Carlos Mendes, un archo-astronome renommé de l'Université de Californie à Berkeley. Menendez n'était pas novice en matière de grandes énigmes historiques. En fait, il avait bâti sa carrière en reliant des structures anciennes à des alignements célestes. Et il avait le don de voir ce que les autres ne voyaient pas. Son équipe était comme une formation de rêve de la science moderne. La docteure Elena Ruiz, experte en géochimie, pouvait identifier l'origine d'une pierre à partir d'un simple grain de poussière. James Wang, archéologue numérique ayant réalisé des reconstitutions numériques à partir de données. Le professeur Ahmed Nasser, spécialiste des techniques de construction anciennes. Et le docteur Miguel Cordiero, spécialiste des systèmes de connaissances autochtones. Vous vous demandez peut-être pourquoi inclure un expert en tradition orale dans une enquête de haute technologie? Mais c'est là que l'histoire prend tout son sens. En effet, l'un des changements majeurs de ce projet a été l'intégration des aînés Aymara locaux. Il ne s'agissait pas de simples figures cérémonielles ou de représentants symboliques. Leurs points de vue ont été essentiels à l'orientation de la recherche.
Pendant des décennies, la voix des populations autochtones avait été reléguée à la marge de la recherche archéologique. Mais cette fois-ci, la situation était différente. Le docteur Cordero l'a résumé simplement. Les anciens savaient des choses que les pierres confirmaient. Leurs récits parlaient de colle végétale, d'alignement des pierres au gré des saisons et de rituels communautaires directement liés à la construction. N'est-il pas fascinant de constater à quel point un savoir transmis oralement, souvent considéré comme une légende, peut correspondre parfaitement à des données concrètes? Une fois les autorisations obtenues et les mines ouvertes, l'équipe a déployé une technologie qui aurait relevé de la science-fiction pour les bâtisseurs du site. Des drones équipés de caméras ont survolé le paysage, capturant des images sous de multiples angles. La photogrammétrie haute résolution et la numérisation LAR ont permis de créer des modèles 3D de chaque pierre visible avec une précision submillimétrique. Mais il ne s'agissait pas seulement de collecter des images. Il s'agissait de trouver une signification dans les motifs. C'est là qu'est intervenue l'intelligence artificielle. Grâce à des modèles d'apprentissage automatique conçus sur mesure, le Dr Wang et son équipe ont analysé plus de 12 téraoctets de données d'images pour créer un jumeau numérique du site, tel qu'il aurait pu apparaître lors de sa construction. Et qu'ont-ils découvert? Quelque chose d'étonnant. L'IA a commencé à déceler des motifs, des proportions mathématiques, des points d'alignement et une symétrie que l'œil humain avait longtemps négligée. Les pierres n'étaient pas placées au hasard, ni par simple souci d'esthétique. Elles étaient agencées selon une logique numérique qui suggérait une conception intentionnelle d'une ampleur inimaginable pour cette époque. Certaines sections suivaient le nombre d'or, d'autres reflétaient des alignements astronomiques. Plus les chercheurs approfondissaient leurs investigations, plus ils constataient que ces bâtisseurs possédaient une connaissance approfondie de la géométrie, de l'ingénierie et même de l'hydrarologie. Oui, de l'hydrarologie. Car le géoradar a rapidement révélé quelque chose d'encore plus fascinant sous la surface. Un réseau de canaux et de fondations conçus pour gérer le débit de l'eau. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Pumapunku n'était-il pas seulement un temple ou un lieu de cérémonie, mais aussi un espace aménagé pour exploiter l'eau? Avait-il une vocation spirituelle, scientifique ou les deux? La découverte de ces systèmes hydrauliques a ouvert de nouveaux débats et a révélé l'étendue de nos lacunes concernant les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud. Mais le rebondissement le plus inattendu est peut-être venu d'une découverte infime. L'analyse microscopique des surfaces de pierre. Les scientifiques ont détecté des composés organiques incrustés dans les marques d'outils. Ce seul fait aurait pu sembler fortuit, mais des échantillons prélevés à plusieurs reprises ont confirmé cette observation. Des traces d'agents liants d'origine végétale ont été découvertes. Autrement dit, les bâtisseurs de Pumapunku ont peut-être utilisé des adhésifs naturels pour stabiliser ou assembler les pierres. Il ne s'agissait ni de ciment, ni de technologie extraterrestre. Il s'agissait d'une utilisation intelligente des ressources locales, passées inaperçues jusqu'à présent. À la fin de l'étude, le docteur Mendez a fait une remarque qui a fait l'unanimité parmi les chercheurs. Cela change notre vision des techniques d'ingénierie anciennes en Amérique. Il n'exagérait pas. Ce qui semblait autrefois un site inexplicable commençait désormais à prendre sens grâce à une combinaison de science, de récits et d'une écoute attentive. Des chercheurs ont reconstitué l'architecture de Pumapunku à l'aide de modèles 3D. Depuis des décennies, Pumapunku demeure l'un des plus grands mystères antiques du monde. Les pierres éparses, les découpes précises, les énigmatiques blocs en forme de hache. Autant de questions qui entourent ce site archéologique niché au cœur des Andes boliviennes. Comment ces pierres massives sont-elles arrivées là? Qui les a taillées avec une telle précision? Et la question la plus fréquemment posée est peut-être celle-ci. N'était-ce qu'un amas chaotique de ruines? Ou bien y avait-il quelque chose de plus délibéré caché sous la surface? Pendant des années,
Personne ne parvenait à un consensus. Mais aujourd'hui, grâce à une combinaison inédite de technologies de pointe et d'une bonne dose de curiosité, les chercheurs pensent avoir enfin percé le mystère du Puma Punku. Et c'est bien plus complexe que quiconque ne l'avait imaginé. D'après les chercheurs, ce qui semblait être un amas aléatoire de débris mégalithiques ne l'était absolument pas. En réalité, le site tout entier semble avoir fait partie d'un plan architectural complexe de plus grande envergure. Roland Wang et son équipe internationale d'archéologues et d'ingénieurs ont passé des années à percer ce mystère grâce à un logiciel de modélisation 3D avancé, leur permettant de reconstituer numériquement les pierres brisées et de redonner vie à Puma Punku, du moins sur un écran d'ordinateur. Et qu'ont-ils découvert? Que ces bâtisseurs antiques possédaient non seulement une vision, mais aussi un système d'une grande précision, rivalisant avec certaines de nos méthodes de construction les plus modernes. Une part importante de ce système reposait sur ces pierres emblématiques en forme de hache, qui ont longtemps déconcerté même les chercheurs les plus chevronnés. On sait la docteure Sofia Mendes, historienne de l'architecture et membre de l'équipe, affirme « Aucune de ces réponses n'est correcte ». Il s'avère que ces blocs HB n'étaient pas de simples éléments de design originaux. C'étaient des modules standardisés au sein d'un système de construction très organisé. Leur disposition n'était pas aléatoire. Chaque bloc HB a été conçu dans un but précis, à l'instar des pièces d'un puzzle conçu pour s'emboîter de multiples façons. Grâce à une analyse numérique minutieuse, l'équipe a découvert que ces blocs présentaient des angles et des découpes spécifiques qui leur permettaient de s'imbriquer solidement avec d'autres pierres, conférant ainsi à l'ensemble de la structure à la fois robustesse et flexibilité. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. L'équipe a identifié 6 principaux types de blocs H, chacun ayant son propre rôle dans la structure globale. Imaginez un peu. Des siècles avant les maisons préfabriquées et les meubles modulaires, la civilisation Tiwanaku maîtrisait déjà cet art avec la pierre. Les bâtisseurs ne se contentaient pas de tailler et d'empiler les blocs. Ils les concevaient et les assemblaient avec une précision mathématique stupéfiante. Les mesures effectuées sur différents blocs H ont révélé des proportions cohérentes, témoignant d'un système de mesure sophistiqué qui a guidé l'ensemble du processus de construction. Cela soulève une question. Comment une civilisation sans écriture ni moyen de transport à roues a-t-elle pu réaliser une telle avancée? Et ce n'est que le début. En intégrant les éléments reconstitués numériquement dans un logiciel de simulation, l'équipe a créé un jumeau numérique de l'ensemble du site de Puma Punku. Il ne s'agissait pas d'une simple ébauche, mais d'une réplique détaillée et entièrement modélisée, permettant aux chercheurs de parcourir virtuellement l'ancien complexe, comme l'auraient fait ses premiers habitants. Et que nous a révélé cette visite virtuelle? Beaucoup de choses. Loin d'être un amas chaotique de ruines, Puma Punku était en réalité un espace cérémoniel symétrique, agencé avec une grande précision. L'alignement parfait avec les points cardinaux était remarquable. Ces plateformes et ces cours n'étaient pas disposés au hasard, mais selon un plan très précis. Plus stupéfiant encore fut la découverte d'un système hydraulique élaboré, intégré à la structure. Lorsque l'équipe a effectué des simulations numériques du flux d'eau dans les canaux, il est apparu clairement que le système n'était pas seulement fonctionnel, mais aussi théâtral. L'eau aurait ruisselé à travers des canaux soigneusement aménagés, créant une sorte d'œuvre d'art vivante et mouvante lors des cérémonies. Imaginez-vous dans une cour sacrée, entourée de pierres et de ciel, tandis que l'eau scintille et danse à sa surface au rythme des rituels. Pouvez-vous imaginer la grandeur de ce spectacle? La reconstitution numérique a également permis aux chercheurs de mieux comprendre comment les gens circulaient dans cet espace. Certaines zones étaient ouvertes et accessibles, tandis que d'autres devenaient de plus en plus restreintes, suggérant une forme de hiérarchie spirituelle.
Plus on s'enfonçait dans la structure, plus l'espace devenait sacré et exclusif. Était-ce un lieu de rassemblement pour le peuple, un lieu de prière, une scène pour des rituels d'élite? Peut-être les trois à la fois. Mais l'équipe ne s'est pas contentée de modèles virtuels. Pour tester leurs hypothèses dans le monde réel, ils ont décidé de construire des prototypes physiques grâce à la technologie d'impression 3D, en imprimant des maquettes à l'échelle des blocs en H et en les assemblant à la main. Ils ont pu tester comment les pièces s'emboîtaient, comment elles résistaient à des contraintes sismiques simulées, et même comment les espaces affectaient le son. Le docteur Teishi Yamamoto, archéologue spécialiste du génie impliqué dans le projet, a déclaré que la construction de ces maquettes était cruciale pour comprendre comment les gens, il y a des siècles, parvenaient à soulever, aligner et positionner des pierres massives avec une telle précision. Les coupes en biais et les pièces emboîtables ont facilité la construction et non l'inverse, a-t-il fait remarquer, ce qui est incroyable quand on pense qu'ils ne disposaient pas des machines sur lesquelles nous comptons aujourd'hui. L'un des résultats les plus surprenants de ces maquettes physiques concernait l'acoustique. Dans la réplique grandeur nature de la plateforme centrale, les sons émis dans une partie de l'espace étaient perçus avec une clarté cristalline dans une autre. L'équipe en a déduit que la structure avait peut-être été conçue en tenant compte du son, sans doute pour amplifier les voix lors de cérémonies ou de rituels. Les Stiwanaku étaient-ils donc eux aussi des ingénieurs du son? C'est tout à fait possible. Alors, après toutes ces recherches, quelle est la principale conclusion? D'après l'équipe de recherche, Pumapunku n'est plus la ruine chaotique et délabrée qu'elle semblait être autrefois. C'est un chef-d'œuvre complexe, intentionnel et d'une conception brillante, témoignant d'une ingénierie antique remarquable. Chaque découpe, chaque angle, chaque bloc avait sa raison d'être. C'est exact, la suite pourrait bien bouleverser notre compréhension des technologies anciennes. Alors, ne quittez surtout pas cette page, car ce que nous allons révéler va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de l'humanité. L'analyse géochimique révèle d'anciennes techniques de fonte de la pierre. En 2025, une découverte extraordinaire a été faite. Une découverte qui a secoué le monde de l'archéologie et laissé experts et passionnés perplexes. Nous étions-nous trompés au sujet de Pumapunku? Pendant ce temps, dans un laboratoire, une équipe de chercheurs analysait des échantillons de pierres provenant de ce mystérieux site antique bolivien. Pendant des années, on s'était émerveillé de la précision des imposants blocs de pierre de Pumapunku. Mais comment avaient-ils été taillés avec une telle perfection sans outils modernes? Comment les bâtisseurs de l'Antiquité déplaçaient-ils des dalles aussi lourdes sans ruse ni grue? Ces questions ont intrigué les scientifiques pendant des décennies. Mais aujourd'hui, grâce à une découverte révolutionnaire, une réponse pourrait enfin être apportée, et elle est inattendue. Selon les chercheurs, la clé ne résidait pas seulement dans la taille ou la forme des pierres, mais dans leur composition. Grâce à des analyses géochimiques avancées, notamment la microscopie électronique à balayage, MEB, et l'analyse par dispersion d'énergie des rayons X, EDX, les scientifiques ont mis au jour un élément surprenant. En examinant des échantillons d'andite grise, ils ont découvert quelque chose d'inattendu, de la matière organique. Plus précisément, du carbone et de l'azote. Des éléments que l'on trouve généralement dans les plantes ou les animaux, et non dans des roches formées sous la chaleur torride d'un volcan. Formée naturellement, cette substance est censée provenir du magma, qui consume toute matière organique lors de sa formation. Comment des traces de matière organique ont-elles pu subsister? Cette question à elle seule a déclenché une série d'analyses complémentaires au sein de l'équipe. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur ponctuelle. Les résultats convergeaient tous vers la même conclusion. Il ne s'agissait pas de roches volcaniques ordinaires. En fait, cela ressemblait davantage à une formation artificielle.
Puis vint la partie encore plus fascinante. En étudiant des échantillons de blocs de grès rouge, ils remarquèrent une matrice inhabituelle qui liait les grains. Un mélange épais, semblable à de la colle, composé de ce qu'ils appelèrent un ferrocialatite. Les scientifiques ont déclaré qu'il s'agissait d'un matériau exceptionnel, totalement unique et introuvable dans les formations de grès naturels. Imaginez un peu, un matériau ancien, jamais observé dans la nature, présent de manière constante dans d'immenses blocs constitutifs agencés avec un alignement quasi parfait. Coïncidence peu probable. Comme si cela ne suffisait pas, ces mêmes échantillons présentaient des taux de sodium très élevés. Plus précisément, on y a trouvé des traces d'un minéral appelé albâtre, qui se forme généralement dans certaines conditions sédimentaires. Mais là encore, les conditions n'étaient pas réunies. La seule explication logique est que le sodium provenait d'une source extérieure, probablement du carbonate de sodium récolté à Laguna Kakachi, un lac salé situé dans le désert d'Alaplano, en Turive, en Slovénie. Fait intéressant, d'anciens documents commerciaux suggèrent que des caravanes de lamas traversaient régulièrement cette région. Dès lors, est-il possible que les bâtisseurs aient intentionnellement collecté ces sels pour les utiliser dans leur construction? C'est précisément ce que les preuves actuelles semblent indiquer. Ces découvertes ont donné un nouveau souffle à ce qu'on appelle la théorie des géopolymères. En termes simples, cette théorie soutient que les pierres que nous avons longtemps prises pour des pierres sculptées étaient en réalité artificielles, coulées comme du béton. Cette idée a toujours été considérée comme marginale, mais les résultats des analyses de laboratoire de 2025 ont tout changé. Les analyses MEB, EDS, D, RX et en lames minces ont toutes abouti à la même conclusion. Les blocs de grès étaient fabriqués en mélangeant des grains naturels à un liant chimique. Un procédé très similaire à la fabrication du béton actuel, à la différence près que la formule était différente. Elle reposait sur de l'argile, des sels alcalins et, dans certains cas, des acides organiques d'origine végétale. Et c'est là que les choses deviennent encore plus fascinantes. Dans les Andes, les légendes locales évoquent depuis longtemps des extraits de plantes capables d'adoucir la pierre. Pendant des années, les archéologues ont balayé ces récits d'un revers de main, les considérant comme de simples mythes. Et si c'était vrai, de nouvelles recherches ont identifié des composés probablement dérivés d'acides carboxyliques naturels, des substances qui pourraient provenir de plantes indigènes. Mélangés à certains minéraux, ces acides créaient un liant suffisamment puissant pour former des blocs semblables à de la pierre. Les peuples anciens auraient-ils pu découvrir cela il y a plus de 1000 ans? Tout porte à croire que oui. Ce qui nous amène à une conclusion pour le moins stupéfiante. Les pierres de Pumapunku n'étaient pas taillées. Elles ont été moulées, c'est exact. Au lieu d'extraire la pierre d'une carrière, de la transporter sur des kilomètres et de la façonner à la main, les bâtisseurs de l'Antiquité auraient probablement préparé une sorte de béton préhistorique, l'auraient coulé dans des moules et l'auraient laissé durcir. Ils utilisaient des matériaux locaux, argile, roches érodées, carbonate de sodium, qu'ils combinaient à des liants végétaux pour créer des blocs de construction qui ressemblaient à de la pierre massive, tant par leur aspect que par leur texture. Et ils faisaient tout cela bien avant l'invention du ciment moderne ou des outils de construction. Plus étonnant encore, aucune carrière connue à proximité n'aurait pu produire des pierres aussi massives. La roche locale est trop tendre et friable. Cela rend l'hypothèse du moulage encore plus plausible. Après tout, pourquoi transporter d'énormes blocs de pierre quand on pouvait simplement les fabriquer sur place? Cette découverte bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur la civilisation de Tiwanaku. Au lieu d'être limités par leurs outils ou leur environnement, ils semblent avoir développé une forme primitive de géosynthèse, c'est-à-dire une accélération des processus géologiques naturels grâce à une chimie artificielle. À présent, à chaque nouveau résultat d'analyse et à chaque examen microscopique,
les pièces du puzzle s'assemblent. Le mystère de Pumapunku se dévoile peu à peu. Ce qui paraissait impossible est désormais parfaitement logique. Les découpes nettes, les surfaces lisses, les formes imbriquées, ce ne sont pas des signes de technologie extraterrestre ni de civilisations disparues d'un autre monde. Elles témoignent de l'ingéniosité humaine, nourrie par la nécessité et guidée par une connaissance approfondie de la Terre. Et cela nous amène à quelque chose de véritablement stupéfiant. Découvrez comment les ingénieurs de Tiwanaku ont intégré la géométrie sacrée au Pumapunku. Croyez-moi, ce que vous allez apprendre changera votre vision du monde antique. Alors, restez avec moi jusqu'au bout. Les ingénieurs de Tiwanaku intègrent la géométrie sacrée au Pumapunku. Pendant des années, Pumapunku est resté l'un des sites archéologiques les plus mystérieux. Une nouvelle enquête ne s'est pas contentée d'étudier la façon dont ces pierres ont été taillées ou déplacées. Elle a exploré plus profondément le ciel, les étoiles et l'âme spirituelle d'une civilisation disparue. Les chercheurs ont alors commencé à se poser une question plus vaste. Et si Pumapunku n'était pas seulement une merveille d'ingénierie antique, mais aussi un calendrier vivant, une carte cosmique et un miroir sacré des cieux? Au fil de leurs recherches, ils ont découvert qu'au-delà des techniques de construction magistrales se cachait quelque chose d'encore plus profond, pourtant évident. D'après les conclusions de l'équipe, les architectes de Pumapunku, que l'on pense appartenir à la civilisation Tiwanaku, avaient intégré une connaissance approfondie de l'astronomie dans la structure même du site. Simple coïncidence? Peu probable. L'agencement, les proportions et l'emplacement des éléments n'étaient pas le fruit du hasard. Les experts l'affirment désormais. Ce n'était pas qu'un simple lieu de rassemblement. C'était un centre spirituel et astronomique, construit dans un but qui dépassait largement le cadre terrestre. L'une des découvertes les plus stupéfiantes a eu lieu lorsque les archéologues ont étudié le temple principal et ont constaté qu'il avait été délibérément construit comme observatoire astronomique. Il ne s'agit pas d'un alignement fortuit avec le Soleil, mais d'une conception délibérée visant à immortaliser des instants célestes. Lors de l'équinoxe de printemps, par exemple, le soleil levant apparaît à travers une arche de pierre et illumine une chambre centrale, créant un moment tout simplement magique. Un tel alignement suscite l'admiration et la curiosité. Comment ont-ils pu réaliser un tel prodige? Sans télescopes, sans satellites, sans outils modernes, seulement le ciel et des générations d'observation, d'apprentissage et de vénération. Et c'est là que les choses deviennent encore plus fascinantes. Au départ, l'équipe s'attendait à trouver des alignements de solstice correspondant aux pierres angulaires du temple. Cela semblait logique, n'est-ce pas? Mais le soleil ne s'alignait pas exactement comme prévu. Au lieu d'abandonner ou de négliger cette piste, ils ont approfondi leurs recherches, au sens propre comme au figuré. Ils ont calculé les décalages astronomiques qui se produisent sur des milliers d'années. Et le résultat? Les alignements auraient été exacts, non pas il y a des centaines d'années, mais il y a près de 17 000 ans. Réfléchissez-y, 17 000. C'est plus ancien que les pyramides, plus ancien que l'histoire écrite telle que nous la connaissons. Bien sûr, certains chercheurs contestent encore cette datation. C'est une affirmation audacieuse, et naturellement, elle suscite des résistances. Mais elle a soulevé une multitude de nouvelles questions. Les bâtisseurs transmettaient-ils le savoir d'une civilisation encore plus ancienne? Nos repères chronologiques du développement humain pourraient-ils être erronés de plusieurs milliers d'années? La présence récurrente de la chacana, ou croix andine, symbole puissant représentant les 3 niveaux d'existence dans la cosmologie inca et pré-inca. Le monde souterrain, le monde terrestre et les cieux ajoutent une dimension supplémentaire à tout cela. D'après les chercheurs, ce symbole n'était pas simplement un élément sculpté dans la pierre à des fins décoratives. Elle a façonné l'ensemble du complexe de Tiwanaku. La Hapana, un imposant monticule en terrasse situé à proximité,
reproduisait la forme du Chakana, avec un réservoir central que l'on pensait représenter le portail entre les mondes. Et lorsque les chercheurs ont cartographié Pumapunku depuis les airs, la disposition des structures reprenait cette même géométrie en forme de croix. Coïncidence ou dessin cosmique? Même les sculptures des portes, longtemps considérées comme purement décoratives ou symboliques, ont acquis une nouvelle signification. Les archéologues pensent aujourd'hui que ces structures faisaient partie d'un calendrier céleste, enregistrant les solstices, les équinoxes et d'autres événements astronomiques importants. L'aspect le plus poétique du site réside peut-être dans un élément inattendu, son système hydraulique. Qui aurait imaginé que des ingénieurs de l'Antiquité auraient intégré une signification à des canaux? Et puis, il y a la proximité du lac Titicaca, dont le nom même recèle des racines linguistiques sacrées. Selon certains linguistes, cette proximité avec ce plan d'eau ancien et vénéré n'était pas un hasard géographique. Alors, que signifie tout cela? Pumapunku était-il une boussole spirituelle, un observatoire astronomique, un message transmis par la pierre et le silence à travers des millénaires? Selon les points de vue, la réponse pourrait être tout cela à la fois. Et la question qui hante encore les chercheurs est la suivante. Qu'avons-nous encore manqué parce que nous ne regardions pas d'assez près? Qu'est-ce que Pumapunku, au juste? Pendant des années, les gens du monde entier ont regardé Pumapunku avec des yeux écarquillés et une imagination débordante. Qui ne le serait pas? La précision des pierres, l'agencement des blocs tel un puzzle antique, les techniques apparemment inexplicables. Tout cela semblait trop avancé pour les gens de cette époque, n'est-ce pas? Nombreux étaient ceux qui se demandaient comment les hommes préhistoriques avaient pu réaliser un tel exploit sans l'aide d'une intelligence supérieure, peut-être extraterrestre. Mais en 2025, après des décennies de débats passionnés et de théories stupéfiantes, un événement remarquable se produisit. Une série d'études exhaustives permit enfin de dresser un tableau bien plus clair. Un tableau qui n'avait rien à voir avec les ovnis ou les ingénieurs extraterrestres. Il s'avéra que Pumapunku n'était pas un mystère recouvert d'étoiles. C'était un monument sculpté par des mains humaines, façonné par l'esprit et les méthodes d'un peuple autochtone dont les compétences avaient longtemps été ignorées ou sous-estimées. Des chercheurs, après avoir passé au crible des années de suppositions et d'interprétations erronées, ont découvert que nombre des caractéristiques dites impossibles de ces sites avaient des explications parfaitement logiques et pragmatiques. Vous souvenez-vous de ces énormes pierres que l'on disait taillées dans du granit et de la diorite inusable? Il s'avère que la plupart étaient en réalité composées de grès et d'andite, des matériaux suffisamment tendres pour être travaillés avec des outils en pierre et non avec des forêts à pointe de diamants venus d'une autre galaxie. Quant au transport des blocs, cette vieille histoire de lévitation, elle aussi s'est effondrée lorsque les scientifiques ont découvert des traces de frottement au sol et des trous de levage dans les pierres. Des indices clairs que les bâtisseurs utilisaient des méthodes très humaines, très physiques pour déplacer leurs matériaux. Pas besoin de rayons tracteurs. Et puis, il y a la question de la sculpture. Pendant des années, on a cru que les coupes nettes et les angles parfaits nécessitaient des outils sophistiqués que la culture locale était censée ne pas posséder. Mais un examen plus approfondi a révélé des traces de techniques anciennes éprouvées. Le martelage de pierre créant des empreintes initiales, suivies d'un polissage au sable. Une technique que l'on retrouve dans la maçonnerie de nombreuses civilisations anciennes. Est-il vraiment si difficile de croire que des personnes faisant preuve de patience, de savoir-faire et d'une connaissance approfondie des matériaux aient pu réaliser un tel exploit? Les preuves semblent indiquer le contraire. Plus révélateur encore, les archéologues ont commencé à établir des liens entre Pumapunku et d'autres sites pré-inca voisins comme Pucara et Cheripa. Ces sites présentaient des styles architecturaux et une iconographie similaire,
preuve indéniable que les techniques employées à Pumapunku n'étaient pas un miracle isolé, mais le fruit d'une évolution culturelle. Les symboles gravés dans la pierre, longtemps considérés comme mystérieux ou d'un autre monde, s'intègrent parfaitement à l'iconographie de Yaeyamama répandue dans la région. En d'autres termes, tout à Pumapunku, sa conception, les outils utilisés, le processus de construction, s'inscrivaient harmonieusement dans la chronologie et le contexte culturel du peuple Tiwanaku qui l'a bâti. Ce qui est particulièrement passionnant, c'est que la communauté scientifique ne se contente pas de repenser le Pumapunk et le remettre tout en question. Si des peuples sans écriture ni outils métalliques ont pu accomplir ce qu'ils ont réalisé en Bolivie, qu'avons-nous encore négligé? Des sites comme Göbekli en Turquie, ou les têtes de pierre géantes de l'île de Pâques méritent peut-être un second regard, non pas à travers le prisme de la fantaisie, mais avec un respect renouvelé pour ce que les humains sont capables de réaliser lorsqu'ils comprennent leur environnement et œuvrent ensemble avec vision et persévérance. Alors, pourquoi est-ce important? Pourquoi devrions-nous nous soucier du fait que Pumapunku a été créé par des humains et non par des extraterrestres? Car cela nous rappelle ce dont les humains sont capables. Cela rend gloire aux véritables bâtisseurs, aux cultures autochtones trop souvent oubliées de leur propre histoire. Cela nous enseigne que le mystère ne rime pas toujours avec magie ou surnaturel. Parfois, cela signifie simplement que nous n'avons pas cherché assez attentivement. Et maintenant que nous le faisons, nous découvrons des merveilles là où nous aurions dû les trouver depuis le début. Nous arrivons ainsi au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de contenu. Pour découvrir d'autres histoires palpitantes, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaîtra sur votre écran.